dès le début du dispositif, nous, on avait mis, du confinement, pardon, on avait émis une alerte puisqu'on avait là aussi observé un peu la menace dans les pays étrangers. Donc le lundi 16 mars, on a pu diffuser les premières recommandations. Dans nos 3 missions, il y a l'aspect sensibilisation-recommandation, donc justement pour alerter les grands publics, enfin le grand public, donc les collectivités, les PME et les particuliers. Et très très vite, en fait, on a vu une explosion du trafic sur notre plateforme, puisque d'une manière habituelle, on va dire fin février, début mars, eh bien on était à environ 1500-2000 visiteurs par jour, visiteurs uniques. Et là, on a fait un x10. L'analyse de la menace telle qu'on a pu la faire progressivement au cours des premières semaines de la crise et qui s'est confirmée. Puis je pense que dans la deuxième partie de cet échange, on parlera de ce qui se profile pour la suite après le confinement, donc en pratique après le 11 mai, en fait, les choses qui commencent à émerger. En amont de l'incident, c'est-à-dire sur la partie sensibilisation, on va essayer de donner les bons conseils, les bonnes règles pour que la victime ne soit pas victime. On est en aval, une fois que l'incident s'est passé, sur les aspects techniques, donc on va soit, si c'est pas technique, là encore, peu technique, donner des conseils ou mettre en relation avec des prestataires. Soit ce n'est pas technique et donc on ne fait que donner des conseils. Soit l'État a déjà mis en place des solutions comme par exemple Pharos ou Perceval. Donc Pharos pour tout ce qui est contenu illicite et Perceval pour un signalement à la fraude aux moyens de paiement. On fait un constat qui est le même que celui que tout le monde peut faire parmi les spécialistes en cybersécurité. Évidemment, les enjeux du télétravail et ce que ça implique en matière d'utilisation d'outils, mais surtout pour ce qui me préoccupe le plus, de désorganisation éventuelle des entreprises, des collectivités, etc. Leur fragilité économique aussi, et donc leur propension éventuelle à cliquer plus rapidement que nécessaire sur les offres qui leur sont faites, à répondre trop vite aux demandes de changement de relevé d'identité bancaire de leurs fournisseurs, et donc en pratique à tomber dans le panneau des fraudes qui peuvent être commises. On peut renvoyer vers des prestataires de proximité, ces gens qui avaient encore, dès les premières annonces, la possibilité d'aller aider les gens, une fois de plus les PME et les particuliers, quand elles ont un problème informatique. On en a un réseau national de prestataires référencés qui sont en capacité d'aider les gens. On a vu dès le mardi et mercredi 17 et 18 mars, une augmentation très importante de 400% de l'hameçonnage. Le retour des rançongiciels, c'est quelque chose qui était pour le coup pas anticipé. Depuis de nombreux mois, ça avait pratiquement disparu. On a vu une explosion à nouveau, une deuxième vague qu'on avait pu avoir en début 2019 sur le crypto-porno. Le mail qui dit vous êtes allé sur un site porno, j'ai piraté votre caméra. Est-ce qu'ils ont pour le coup considérer que les gens passaient plus de temps à la maison sur Internet et que c'était une bonne opportunité, je ne sais pas. C'est la seule cybermalveillance qui n'est pas adaptée aux couleurs du coronavirus. Alors, déjà, il faut se poser la question de savoir s'il est légitime et logique qu'on reçoive une newsletter d'un média auquel on ne s'est pas directement abonné. Si on tombe sur une page web de hameçonnage, si on se rend compte qu'une fois qu'on a cliqué sur le lien dans le mail, par exemple, on peut signaler la page elle-même ou le message dès le début. Bien vérifier évidemment l'expéditeur. Regarder dans le corps du message. Encore aujourd'hui, on peut dire que les cybercriminels font des fautes d'orthographe. Donc, au moindre doute, la seule et unique consigne qu'on peut donner, c'est de ne jamais cliquer dans les liens qui sont dans les messages. Tu vas le signaler à Signal Spam, qui est vraiment une plateforme qui recueille ce genre de choses, qui va en faire une analyse. Le Signal Spam qui collecte directement, soit dans le navigateur pour le webmail, soit dans les logiciels de messagerie. Donc grâce à un module additionnel qu'on installe, d'un seul clic, on peut signaler un courrier électronique suspect, un courrier électronique de spam aussi, puisque l'association lutte aussi contre le spam de nature commerciale. Dans les membres de Signal Spam, il y a notamment
des grands acteurs de l'Internet comme Orange, SFR, OVH, Le Gandi. Et puis après, quand il y a une vraie menace, quand c'est une vraie attaque, le dépôt de plainte, il est fondamental. Effectivement, comme le disait Jérôme, si on est victime, c'est important de déposer plainte. Pour que les pouvoirs publics, pour que les services d'enquête, que ce soit police ou gendarmerie, puissent un jour identifier les auteurs de ces phénomènes-là pour stopper justement les infractions. Parce que ça nous permet d'ouvrir des enquêtes sur ces faits. Eh bien, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas juste 3 personnes qui ont reçu ce mail, c'est par exemple 3 millions de personnes. Ça ne permet pas forcément à chaque victime d'avoir tout de suite une personne interpellée à l'autre bout de la chaîne. Ça nous permet d'agir plus efficacement. Quand il y a une prise de conscience, que ce soit du parquet, des magistrats en charge du cyber ou des services d'enquête et ou des services d'enquête spécialisés PJ Cyber, eh bien, cette prise de conscience va permettre l'ouverture d'enquêtes qui potentiellement vont aboutir à l'arrestation des auteurs de l'infraction. En 2019, pour citer un autre phénomène sur lequel Jérôme et Cybermalveillance ont contribué, en début d'année 2019, donc on a interpellé 3 auteurs d'une fraude au faux support technique qui avait été pour grande partie signalée par les internautes contactant Cybermalveillance. Et c'était des Français qui agissaient depuis la France avec des plateformes techniques dans d'autres pays dans le monde. Et ce sont plus de 2 millions d'euros qui ont pu être saisis au moment de ces arrestations. Donc il y a des résultats suite à ces enquêtes et aux actions. L'année dernière, le CNCTIC a interpellé un auteur français d'escroquerie crypto-porno, deux acteurs français, c'est ça que tu dis, Jérôme, d'escroquerie dite crypto-porno, c'est ces mails qu'on reçoit qui disent que votre machine est compromise, que le délinquant a accès à votre webcam. Les signalements et les plaintes, ils sont indispensables pour nous permettre d'agir. Un projet dont on discute depuis quelques temps avec Eric, qu'on a accéléré là, c'est la capacité depuis cybermalveillance.gouv.fr à des victimes d'aller directement se connecter d'une manière extrêmement simple, parce qu'on a intégré la bulle de chat, donc se connecter à la brigade numérique qui va aider la victime dans le dépôt de plainte. Donc, il y a vraiment une continuité. Là, la semaine dernière, finaliser l'intégration, donc soit en sortie de parcours ou dans les espaces privés des professionnels sur la plateforme. C'est un petit peu un scoop. La communication est partie aujourd'hui de la part de la gendarmerie. Donc, de pouvoir facilement, dans notre parcours, renvoyer vers un gendarme qui va derrière son clavier aider la victime à son dépôt de plainte. On aide les gens. On aide les gens sur les aspects techniques et on va aussi les aider à travers la brigade numérique à ce dépôt de plainte qui reste fondamental, on l'a suffisamment dit je pense aujourd'hui, pour justement essayer de limiter ces faits de cybercriminalité. Moi, à titre perso, je suis très fan du télétravail. Je considère que c'est une chance extraordinaire pour l'entité et les collaborateurs. Un télétravail généralisé, sécurisé, c'est souhaitable. Et notre première inquiétude, c'était plus de monde connecté. Et plus de monde connecté sur une plus grande durée dans le temps, y compris les enfants à la maison, ce qui n'est pas sans créer des risques supplémentaires. Les entreprises n'étaient pas prêtes à faire du télétravail. De ce fait-là, elles ont ouvert des flux RDP, elles ont ouvert au mieux des VPN pas forcément très bien configurés, donc très bien sécurisés. Donc, n'étant pas prêtes, elles ont vraiment augmenté leur surface d'attaque. Dès qu'il y a augmentation de la surface d'attaque, potentiellement, il y a des risques supplémentaires. Et si on a un développement, une augmentation importante, pour pas dire dans certains cas une explosion des rançongiciels vers les entreprises, c'est principalement dû au fait qu'elles n'aient pas été prêtes à vivre ce télétravail. Effectivement, si on s'inscrit dans la durée, j'espère que les structures, quelles qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles puissent tirer l'enseignement positif de dire je vais me préparer à mieux faire du télétravail, et en tout cas de le faire d'une manière sécurisée. Évidemment, ce sera mieux sécurisé, et en plus avec des utilisateurs plus aguerris des outils numériques. Quand on se connecte depuis un ordi perso qui est vérolé de partout,
et qu'on se connecte au serveur de son entreprise ou au réseau de son entreprise, on porte un risque à son entreprise. En tant que patron, on se doit de fournir les outils pour que nos agents travaillent. Donc, je pense, en tout cas j'espère qu'il ne faudra pas blâmer les collaborateurs publics, privés, là encore, qui auraient, par mégarde, fait qu'il y ait une attaque au sein du réseau de l'entreprise. On peut aussi espérer une meilleure sensibilisation de tous aux risques qui peuvent être amenés à rencontrer et éventuellement une plus grande réceptivité aux messages que les uns et les autres peuvent diffuser. Il faut qu'on se prépare collectivement à une année un peu inhabituelle en termes de cybercriminalité. Maintenant, pour ce qui est des semaines qui viennent, évidemment, on parle souvent effectivement de ces deuxièmes pics d'événements donc dans le secteur médical, hein, et de la même façon que dans le secteur médical, il y a des personnes qui ont attendu avant de retourner à l'hôpital, hein, pour des choses qui n'avaient rien à voir avec le coronavirus. Évidemment, là, dans le cadre de la crise, on a tout un tas de gens qui ont attendu avant de venir déposer plainte. On commence à les voir arriver en matière d'escroquerie sur Internet qui date du mois de mars avec des dépôts de plainte fin avril, début mai. Il va y avoir des découvertes de nouveaux problèmes petit à petit dans les réseaux des entreprises. Quand les gens vont rejoindre, au moins pour partie, les locaux des entreprises, vont reprendre en main leur système, ils vont découvrir des choses. La dimension plus cyber, c'est difficile de faire des prédictions de ce qui va arriver. Il y a des choses qui sont assez évidentes. Là, on est rentré dans la phase des impôts, les escroqueries, les hameçonnages liés aux impôts se sont diffusés, on observe ça chaque année. Tout ce qui tourne autour de l'application, tu citais éventuelle en matière de retraçage, hein, de traçabilité des contacts. Bien évidemment qu'il y aura des escroqueries qui vont tenter de profiter de ça, des fausses applications. Ce qui est intéressant, parce que dans ce que tu citais, je pense que tu as vu passer les mêmes messages que moi. En fait, c'est des SMS en anglais, hein, qu'on a vu passer, postés sur les réseaux sociaux, qui datent du début du mois d'avril, dans d'autres pays où ils ont connu des applications ou des démarches similaires. Et il faut toujours regarder ce qui se passe ailleurs pour comprendre ce qui va se passer chez nous. Et donc, on est très attentif à ce qui se développe ailleurs. Les délinquants vont surfer sur toutes ces choses-là. Ils surfent sur l'actualité. D'ailleurs, je pense qu'une partie d'entre eux doivent être fatigués de ne parler que de coronavirus dans leur campagne, et ils ont envie de faire autre chose. Effectivement, on va vivre une transformation des organisations. C'est indéniable, hein. Au début de la crise, on a eu brutalement un tiers des actifs qui ont basculé en télétravail. Ça s'est installé dans la durée. Les gens se sont rendus compte de tout l'intérêt qu'il y avait pour une grande partie d'entre eux de le faire. Sur le tourisme, juste pour donner un exemple pour illustrer, il y a beaucoup de lieux en location temporaire, hein, je ne vais pas citer de nom de plateforme, mais qui vont avoir envie de rapidement offrir leurs services. Des gens qui vont avoir envie de voyager dans des destinations qui vont penser plus sûres en termes de propagation de ce virus. Et donc, il y aura des risques spécifiques d'escroquerie supplémentaires, parce qu'il y aura des nouvelles offres frauduleuses, par exemple, de ce type-là, ou dans l'autre sens, des escroqueries vers ceux qui offrent des locations, hein, puisqu'on en voit aussi, avec des fausses transactions qu'on leur demande de rembourser, etc., et dans le cadre desquelles ils se font escroquer. Ne pas faire confiance à ce que vous recevez dans votre boîte de messagerie, c'est terrible à dire, mais on est en 2020 et c'est encore le cas. Donc, ne jamais cliquer sur les mails, et puis prendre le temps, encore une fois, d'analyser si effectivement l'expéditeur a du sens, s'il n'y a pas des choses qui choquent dans le corps du message. Et puis, est-ce que je suis supposé recevoir ce message? Une fois de plus,
je suis pas abonné à 20 minutes et je reçois une newsletter de 20 minutes, c'est un peu curieux. Et puis le troisième, si malheureusement je suis victime, c'est de venir sur notre plateforme pour trouver de l'aide sur cyberlance.gouv.fr et puis en parallèle de ça, aller déposer plainte pour que les services d'enquête de police judiciaire cyber puissent donc collecter de l'élément technique, se rendre compte de l'importance du phénomène pour potentiellement identifier et arrêter les auteurs de l'infraction.